Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour ce premier grand débat des Mondiales de Nantes. Alors, grand débat, grand sujet, grand fossé. Les migrations sont indéniablement une des grandes dimensions de la mondialisation. Je parle sous le contrôle de nos intervenants. On estime à peu près à 280 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dehors de leur pays de naissance. C'est à peu près 3,6% de la population mondiale. Et les flux, les transferts de flux financiers de ces migrants vers leur pays d'origine représentent quelques 700 milliards de dollars, ce qui est plus que l'aide publique au développement. Donc ça nous dit bien l'importance du sujet. En même temps, il faut relativiser au regard de l'évolution de la population mondiale, au regard aussi des grandes migrations de l'histoire, notamment les migrations transatlantiques. À cette époque, on l'a oublié, mais l'Italie, l'Irlande, par exemple, voyaient partir 10% de leur population chaque décennie. Alors oui, les migrations sont un phénomène mondial depuis 20 ans, mais l'Europe et la France en particulier ne font pas face à un tsunami. Alors pourquoi ce décalage, c'est notre sujet aujourd'hui, entre la politisation des questions migratoires et un consensus scientifique qui s'accorde à dire que non, il n'y a pas de tsunami? Pourquoi l'hystérisation du débat avec son cortège d'expressions à l'emporte-pièce relayées par les réseaux sociaux? Donc c'est à cette question qu'on va essayer de répondre cet après-midi. On a pris un petit peu de retard, on va écouter nos intervenants environ 1 heure et on gardera un quart d'heure pour vos questions. Donc nos deux intervenants cet après-midi, François Errand, sociologue, démographe, professeur au Collège de France où il est titulaire de la chaire Migration et Société, et Flore Gubert, économiste, qui est directrice à l'Institut de recherche pour le développement et membre aussi du laboratoire de Paris-Dauphine. C'est bien ça, le LEDA. Alors Flore Gubert, j'ai envie de commencer ce débat avec vous en citant un homme politique resté célèbre, notamment pour avoir déclaré ceci: « On ne peut pas accueillir toutes les misères du monde ». Or, les économistes nous disent tous, il y a là aussi à peu près consensus, qu'il n'y a en fait pas de lien entre la pauvreté et les migrations. Merci et très contente d'être là aujourd'hui pour parler de ce très beau sujet. Alors effectivement, on a tendance à penser que les pays les plus pauvres sont ceux qui, a priori, vont envoyer le plus de personnes vers les pays riches, parce que on pense, parfois à juste titre, que les personnes qui migrent le font pour trouver des meilleures opportunités ailleurs. Et donc, en toute logique, les personnes les plus pauvres seraient celles qui seraient le plus en recherche de meilleures opportunités. Mais en disant cela, on oublie une chose qui est pourtant assez évidente, c'est que pour partir, pour payer le coût d'installation dans un pays étranger, il faut aussi des ressources financières bien sûr, mais aussi un capital social. On a besoin souvent des autres, de ceux qui nous ont précédés pour s'installer et faire le pari du voyage et de l'installation ailleurs. Et donc il y a en fait on peut résumer les choses de façon très simple en disant qu'il y a 2 dimensions qui participent à la décision de partir ou pas. Il y a les aspirations à partir, qui sont en partie fonction de ces opportunités qu'on espère trouver ailleurs, mais il y a aussi la capacité à partir. Et chez les personnes les plus pauvres, il y a souvent une tension entre ces 2 dimensions, des aspirations potentiellement fortes à partir parce qu'on a du mal à assurer sa subsistance chez soi, et en même temps, une incapacité à le faire par manque de ressources. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui partent sont de fait pas les personnes les plus pauvres, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, mais des personnes qui ont des ressources, ou en tout cas un minimum de ressources pour pouvoir le faire. Et ça se retrouve à l'échelle des pays,
ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui envoient le plus de migrants, mais plutôt des pays à revenus intermédiaires, parce que, pour les que je viens d'indiquer. Première idée reçue, donc qu'il faut combattre. François Héran, vous avez toujours réfuté l'idée que la France était en tête des pays pour les demandes d'asile. Est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide panorama de la situation pour le pays, éventuellement pour l'Europe, depuis ce point de bascule qui est à peu près l'année 2000, et aussi nous expliquer, parce que je crois que c'est très important, votre méthodologie de travail, sachant que les statistiques ethniques, on le rappelle, sont interdites en France, et puis que aussi les migrants, par définition, ne rentrent pas dans les dispositifs de recensement. Alors là, vous abordez toute une série de choses et je vais devoir réfuter vos deux dernières affirmations. Il y a des statistiques qu'on appelle ethniques en Europe, mais qui ne sont pas ethno-raciales. Elles existent. Et puis, non, les migrants sont recensés. Mais avant d'aborder ça, donc le petit tableau d'ensemble que vous voulez. En gros, il y a un essor de la migration à l'échelle mondiale qui est tout à fait avéré. On le sait grâce à des systèmes d'enquête qui sont quand même de plus en plus élaborés, des instituts comme l'OCDE, Eurostat, mais aussi les compilations de la division de la population des Nations Unies. Tout ça, c'est quand même beaucoup amélioré depuis une vingtaine d'années. Et en gros, pour dire les choses très rapidement, le nombre des immigrés dans la population mondiale a augmenté depuis l'an 2000, en 25 ans, donc a augmenté de 74%. Bon, c'est une augmentation importante. Dans cette augmentation, les étudiants internationaux comptent beaucoup. C'est un des mouvements qui a le plus augmenté. On ne voit pas que ça s'arrête, si vous voulez. Alors, quand vous regardez l'Europe occidentale, je ne mets pas les anciens pays socialistes, du bloc socialiste et communiste, qui ne sont pas très attractifs en réalité. On me dit souvent, mais alors la Hongrie, comment elle fait pour ne pas avoir de migrants? La Hongrie fait partie des pays qui ne sont pas très attractifs, même si maintenant ils ont des programmes pour essayer de faire venir de la main-d'œuvre, notamment asiatique, dans certaines usines de composants. Mais donc en Europe occidentale, le nombre des immigrés a augmenté de 105% en 25 ans. Donc il y a une tendance lourde, une tendance de fond. Et je crois que rien que quand on voit ça, il faut quand même se dire que l'idée qu'on va réduire drastiquement, c'est la formule consacrée, l'immigration, qu'on va pouvoir inverser la courbe, qu'on va pouvoir diminuer tout ça, c'est une idée qui est quand même très, très naïve. Et quand j'entends des hommes politiques que c'est ce qu'avait fait Retailleau à un moment, moi je me mets d'accord, je rencontre mes collègues des pays européens, puis nous sommes tous d'accord sur l'idée qu'il faut réduire l'immigration, donc on va mettre ensemble, élaborer des procédés communs pour, oui, mais ça ne marche que si chacun implicitement espère que la migration, cette pression considérable, ira chez le voisin. C'est comme ça que ça peut marcher uniquement. Donc il y a une augmentation très forte. Et alors la France, oui, alors je dis 74% d'augmentation du nombre des immigrés dans le monde, et la population mondiale, elle a augmenté, mais seulement d'à peu près la moitié, de 35%, quelque chose comme ça, dans le même intervalle. Donc la migration progresse en gros 2 fois plus que la population mondiale. Et ça, il ne faut pas le nier. La France, ce n'est pas 105% d'augmentation, c'est 50%. C'est beaucoup, c'est un mouvement tout à fait clair, et je dirais que les Français, l'opinion publique, perçoivent l'augmentation de l'immigration. À mesure qu'elle progresse, elle tend aussi à se répandre davantage sur l'ensemble du territoire, et depuis une quinzaine d'années, elle gagne aussi les régions de l'Ouest, du front atlantique, qui autrefois avait très très peu d'immigrés. Donc ça, ce sont des phénomènes tout à fait clairs qu'il ne faut pas nier. Parfois à gauche, j'entends des discours consistant à nier la montée de l'immigration. Non, c'est un mouvement global. Alors il est très divers. Il y a des étudiants, comme je le disais, il y a la migration de travail, il y a la migration de refuge, il y a la migration familiale, il y a des migrations dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est les migrations de retraite qui sont très importantes dans certains pays. Donc il y a un paysage extrêmement diversifié de la migration, et c'est ça qu'il faut dire, je crois. Alors, vous disiez, il n'y a que 4%, maintenant on en est à 4%
d'immigrés, de personnes qui ont migré dans le monde, c'est-à-dire, selon la définition de l'ONU, des gens qui sont nés dans un pays X et qui vivent durablement au moins 1 an dans un pays Y. C'est ça la définition onusienne. L'INSEE est un peu plus restrictif, on enlève les gens qui avaient déjà la nationalité française avant d'immigrer en France, donc les rapatriés par exemple, mais les rapatriés c'est une population en voie d'extinction. Donc, alors pourquoi il n'y a que 4% d'immigrés dans le monde? Souvent, les cours de démographie, de géographie commencent par ça et ils disent, vous voyez, finalement, c'est pas si important que ça comme phénomène. Alors c'est une erreur. C'est dû au fait que les géants démographiques, les pays les plus peuplés au monde, qui ont au moins, disons, 150 millions d'habitants, la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, l'Indonésie, etc., ont des taux d'immigration très faibles. Alors bien sûr, il y a les plus grandes diasporas au monde, c'est la diaspora chinoise, c'est la diaspora indienne, c'est 15, 16, 11 millions de personnes à travers le monde, mais par rapport au pays de départ, c'est dérisoire, c'est du 1%. Donc tous ces grands pays, en fait, c'est la migration interne qui permet aux personnes d'améliorer leur sort, d'aller des montagnes vers les côtes, d'aller vers les grandes villes, etc. Et ça fait chuter la moyenne mondiale de la migration. Et comme ces pays représentent à eux seuls plus de la moitié de la population mondiale, c'est pour ça qu'il n'y a que 4% d'immigrés dans le monde entier. Si évidemment vous les retirez, là, du coup, on monte à 8-9%. Et puis si vous allez dans les pays occidentaux, quand même relativement, tout est relativement prospère, ben oui, on arrive à 11-12%, comme c'est le cas chez nous. Parlons un petit peu de votre méthodologie de travail, si vous le voulez bien. Comment, par quel biais vous étudiez ces phénomènes? Est-ce que ce sont les titres de séjour? Je ne fais pas, j'en ai fait un petit peu dans certains de mes cours de la modélisation économique avec des multivariés, etc. Mais moi, je me contente de statistiques très descriptives, très sommaires, parce que ça n'est pas fait. Et notamment, ce qui est très important, c'est de travailler en proportion et pas en chiffre absolu. Chiffre absolu, ça ne veut rien, vous ne pouvez pas comparer le Luxembourg, la France, les États-Unis, etc., en raisonnant par le nombre absolu de migrants. Ça n'a aucun sens. Il faut regarder, mais quelle est la proportion? C'est pour ça que je me suis insurgé dans ma leçon de clôture contre Bruno Retailleau qui disait, vous vous rendez compte, il y a 1 demi-million de nouveaux entrants chaque année. Alors il se trompe parce qu'il fait des doubles comptes, mais peu importe. C'est l'équivalent de la ville de Lyon. Alors là, on est impressionné, on est compte la ville de Lyon qui nous tombe dessus chaque année. Et évidemment, ce genre de comparaison fait qu'une ville, on a l'impression de savoir ce que c'est, ça nous entoure, c'est concret, etc. Le problème, c'est que la ville de Lyon, c'est 0,3% de la population française. Donc vous ne pouvez pas dire c'est l'équivalent de la ville de Lyon si vous n'ajoutez pas que c'est seulement 0,3% de surcroît de population chaque année. C'est gérable, ce n'est pas une invasion. Et donc vous voyez comment, par des petites touches comme ça, on arrive à donner une impression d'écrasement, etc., qui en réalité est tout à fait fausse. Alors je ne nie pas donc la montée de l'immigration, je dis simplement que la France n'est pas du tout en haut du tableau. La France n'est pas la championne d'Europe de la demande d'asile, comme je l'ai souvent entendu. Nous n'avons pas, par exemple, nous sommes, je ne sais pas, au 20e rang par la proportion d'Ukrainiens que nous avons accueillis. On a fait un très très petit effort. On est tellement fiers de les avoir accueillis, mais en réalité, c'est vraiment rien par rapport à d'autres pays. Et à chaque fois qu'on relativise comme ça, encore moins de Syriens. Alors les Syriens, c'est vraiment phénoménal parce que lorsqu'il y a eu l'afflux des Syriens en 2015, été 2015, c'est à ce moment-là que Marine Le Pen a prononcé les mots de tsunami, de submersion, etc., que son père avait déjà utilisés dans le passé. Or, nous avons accueilli en tout et pour tout, quand on fait le cumul de toutes les 10 ans qui sont passés depuis la crise, 40 000 Syriens à peu près sur notre sol. La Turquie, en comparaison, a accueilli sur son sol 4 millions de Syriens. C'est-à-dire que la Turquie a accueilli, a hébergé 100 fois plus de Syriens que nous. Bon, il faut de temps en temps rétablir ces ordres de grandeur. Et alors le pays qui, de loin, a le plus accueilli, qui a fait un effort colossal, c'est l'Allemagne. Alors un effort très important en 2015. Si vous prenez les Afghans, je prends juste les Afghans qui ont réussi à déposer une demande en Europe.
Ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous avez, ou si vous prenez les Syriens, il y a eu 7 millions de déplacés syriens internes, 7 millions externes. 80% des Syriens ou des Afghans déplacés externes, c'est-à-dire ayant dû quitter leur pays, 80% restent dans les pays limitrophes. Et seuls 20% ont réussi à déposer une demande en Europe ou éventuellement au Canada, etc. Et sur ces 20%, nous en avons accueilli à peu près 4%, 5% pour les Syriens. Pour les Afghans, on a fait un effort, c'est 12%, mais les Allemands, c'est 40%. 40% des Afghans ayant réussi à déposer une demande en Europe ont été accueillis en Allemagne. Donc, c'est pour ça que tous les discours consistant à... Enfin, les Allemands, les chercheurs allemands que je connais, trouvent un peu saumâtre que les Français se prétendent être les champions de l'accueil en Europe, quoi. Vous voulez intervenir, Fleur Gubert? Oui, si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce qu'a dit François, parce que je crois que c'est vraiment la source du grand fossé. Et comme c'est le thème de notre débat, je crois que je voudrais revenir là-dessus. Le grand fossé, de mon point de vue, et je pense que François, tu seras d'accord, il émane en grande partie, il est engendré par le fait que, effectivement, extraire un chiffre ou une série de chiffres sans relativiser ce chiffre, sans le comparer à d'autres, sans rapporter une grandeur à la taille du PIB ou à la somme des dépenses totales ou à ce qui se fait chez les pays voisins, en fait, contribue à créer ce fossé entre la connaissance scientifique qui, justement, présente un panorama en fait, statistique en tenant compte, en comparant, en relativisant, en mettant en termes relatifs. Donc ça, c'est le travail des chercheurs. Et puis ensuite, en face, on va avoir des médias peu scrupuleux ou des think tanks d'extrême droite qui vont en fait se servir dans cet ensemble de chiffres pour extraire des chiffres qui sont exacts, mais qui, sortis de leur contexte, sortis de comparaison, en fait, permettent d'avoir un discours sur les migrations qui est de fait totalement biaisé et qui constitue de fait de la manipulation idéologique. Et si vous m'y autorisez, je prendrai un exemple. Vous avez fait mention des montants de transfert, donc qui sont, vous le savez très certainement, ces envois d'argent que réalisent les immigrés depuis leur pays de résidence à destination de ceux qu'ils laissent derrière eux pour aider leurs proches à assurer leur subsistance. Ça, c'est en réalité, ça n'est qu'une partie des transferts, parce que lorsque le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale font mention des transferts des migrants, en réalité, vous avez deux composantes dans ces transferts. Vous avez effectivement les envois de fonds que réalisent les immigrés à destination de leurs proches, pour ces immigrés qui sont installés dans le pays dans lequel ils travaillent le plus souvent. Mais vous avez une deuxième composante, qui est souvent très importante, qui est également constituée par tous les revenus des travailleurs saisonniers ou des travailleurs transfrontaliers, dont on va considérer que, parce qu'ils restent peu de temps dans le pays dans lequel ils travaillent, ils y passent la saison ou ils ne font que y transiter parce qu'ils sont travailleurs transfrontaliers, on va considérer que l'intégralité de leurs revenus constitue des transferts de fait, puisqu'ils sont dépensés de fait dans les pays d'origine de ces travailleurs saisonniers ou de ces travailleurs transfrontaliers. Donc typiquement, un Français qui vit à Metz et qui va travailler tous les jours au Luxembourg, l'intégralité de son revenu, on va considérer que, comme il va en dépenser l'intégralité en France, on va considérer que ce sont des transferts. Et de la même façon, pour le travailleur saisonnier marocain qui vient cueillir les fraises en France, il est le plus souvent, enfin, quand son employeur n'est pas esclavagiste, logé et nourri par celui qui l'emploie, et à la fin de la saison, sa paye, on va considérer qu'elle est rapatriée dans le pays d'origine et pourrait y être intégralement dépensée. Très récemment, on lit dans la presse conservatrice, on va dire, un papier dont le titre est « La France perd 15 milliards par an du fait des envois de fonds des travailleurs immigrés à destination de leur pays d'origine ». Alors là, je vous avoue que j'ai été un peu interloquée par ce chiffre. Et là encore, on a un exemple flagrant d'une manipulation idéologique, puisque cet organe d'extrême droite, en fait, a extrait une série de chiffres qui est
est exact, sauf que il oublie de préciser que, en réalité, depuis le milieu des années 90, la France est bénéficiaire nette de transferts en lien avec la mobilité des travailleurs. Parce que, certes, elle envoie, et ça apparaît dans sa balance des paiements, des transferts vers l'étranger, ça c'est le fait des immigrés qui envoient des fonds vers leur famille d'origine, mais elle reçoit également des transferts de sa diaspora. Et en plus, quand on fait le calcul net de ce qu'elle reçoit de tous les travailleurs saisonniers et transfrontaliers qui ne travaillent pas en France, mais à l'étranger, et qu'on fait la différence entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle envoie, la France est bénéficiaire nette. Et très largement. Je vous ai... j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que, de mémoire, elle a reçu en 2024 37 milliards au titre de ces transferts qui ont été envoyés par des travailleurs, contre quelque chose comme 27 milliards qui sont sortis. Voilà, donc ça, je crois, c'est un exemple flagrant, une très bonne illustration de ce que vous avez appelé le grand fossé, contre lequel on se bat, je n'oserais dire quotidiennement, mais presque chaque semaine, parce que c'est permanent. Voilà. Je dirais qu'une des façons de résumer la chose, c'est qu'il y a un écart considérable entre la vision interne et la vision externe. Vous savez, c'est le fameux mot qu'on attribue à Talleyrand, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. C'est là une phrase bien connue, parfois on l'énonce en sens inverse, enfin, selon les besoins du moment, mais bon. Et bon, c'est sans doute pas Talleyrand qui a dit ça, mais la formule est assez... Eh bien, effectivement, quand on regarde uniquement les données franco-françaises en interne, tout monte, tout progresse, il y a de plus en plus de demandes d'asile, on n'a pas assez de place dans les CADA, etc. Voilà, il faut payer, il faut financer l'alphabétisation, des choses de ce genre. Mais quand on se compare, le tableau est complètement différent. Et alors la communication est très difficile. Parce qu'il y a ces deux vérités qu'il faut tenir ensemble. Nous ne sommes pas en haut du tableau, mais c'est effectivement, il y a quand même une nette progression qui est tout à fait perçue par l'opinion. C'est ça, les deux choses sont vraies. Et ce qui me frappe, c'est que si vous avez le malheur d'essayer de relativiser les choses, en fait de rétablir les faits, tout de suite, on vous dit « Ah ben, tout va bien, donc, Madame la Marquise, donc vous êtes le docteur Pangloss, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Alors, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas parce que je rétablis les véritables proportions, comme vient de le faire Flore à l'instant, que je nie la réalité des défis considérables que pose l'intégration des immigrés. C'est absolument dire. Ça n'a pas de rapport. Mais on utilise beaucoup dans les débats l'argument du nombre. Retailleau, par exemple, quand il est à peine nommé ministre de l'Intérieur, quelques jours après, à la télévision, dit « Trop, c'est trop, nous sommes débordés ». Un argument quantitatif d'un niveau assez sommaire, mais bon, et c'est ça qui est difficile pour nous, c'est que constamment dans le débat, nous avons des arguments quantitatifs, d'allure quantitative. Et il faut et notre devoir est d'y répondre. Et c'est pour ça que je suis complètement contre l'idée que nous devrions être neutres, que nous devrions être impartiaux, etc. Non, quand quelqu'un dit n'importe quoi, que ce soit une haute personnalité du monde politique ou peu importe, nous devons, non seulement nous devons, c'est notre devoir de rétablir les faits. C'est notre devoir d'intervenir dans l'arène publique pour essayer de rétablir, de remettre un peu de rationalité dans ce débat complètement délirant parfois. Vous me disiez justement en préparant ce débat que vous êtes frappé par la multiplication de sites, je crois que vous en avez dénombré plus de 200, alors qui travaillent dans une bonne direction a priori, puisque pour les créateurs de sites, il s'agit de débunker les éventuelles idées reçues ou chiffres sortis de leur contexte, comme l'expliquait Flore Gubert. Mais vous me disiez que c'est peut-être pas non plus la bonne stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette observation du moment ? Oui, c'est-à-dire que nous sommes nombreux. Je pense que par exemple, Catherine Vitol de Wenden l'a fait. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'avais écrit déjà
5 idées reçues sur l'immigration il y a un certain temps déjà, dans le bulletin de l'Institut national d'études démographiques. Hein de Haas, qui est le grand géographe et sociologue néerlandais, qui maintenant est à l'Université d'Amsterdam, mais qui a été longtemps le fondateur d'un grand site, enfin il était professeur à Oxford, d'un grand site d'information sur l'immigration. Il vient de publier un livre qui s'appelle 22 mythes sur l'immigration, comment l'immigration fonctionne réellement, etc. Donc il y a toute une littérature, et j'en ai fait l'inventaire dans 4 ou 5 langues européennes. J'ai trouvé 230 références de sites, d'ouvrages, d'essais, etc., numérotant des idées reçues sur l'immigration et essayant d'y répondre. Alors, c'est non, ils ne viennent pas voler le travail des nationaux, non, l'immigration ne coûte pas, etc., etc., ou, enfin, bref, donc toute une série d'idées qui sont... Et le problème, c'est que cette littérature, donc, elle est très importante. J'ai préfacé il n'y a pas longtemps de Sophie-Anne Bizio un recueil très bien fait, un des meilleurs à mon avis, sinon je ne l'aurais pas préfacé, qui énumère 60 idées reçues sur l'immigration. Et c'est vraiment très bien fait, et c'est très utile pour les associations, les militants, etc. Et le problème, c'est que cette littérature qui est extrêmement nombreuse, quel effet a-t-elle ? Avec quel résultat, finalement ? Est-ce que nous prêchons uniquement des convertis ? Est-ce que nous arrivons à vraiment changer le regard de la société sur cette question ? On peut en douter. Et donc, il commence à y avoir maintenant toute une réflexion sur le fait qu'il serait peut-être nécessaire de trouver d'autres récits que la simple réfutation scientifique ou quantitative, même si elle reste nécessaire. Et c'est peut-être aussi à ça qu'il faut travailler. Il faut jouer sur 2 fronts, jouer sur effectivement les arguments scientifiques, objectifs, quantitatifs, enfin bon, et trouver des récits qui fassent aussi peut-être appel à l'émotion, par exemple, ou à des systèmes d'identification, etc. C'est un des défis que nous avons dans les années, je dirais, les mois à venir même. On voit que Flore Gubert a un récit à nous proposer. Non, pas un récit, mais dans le prolongement de ce que dit François, quand on est chercheur sur l'immigration, mais c'est vrai dans tous les domaines en réalité, on se heurte à une loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la loi de Brandolini. Et si vous m'excuserez l'expression, elle est aussi connue, cette loi, sous l'expression de l'asymétrie du bullshit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on met beaucoup plus de temps à répondre à une bêtise qu'à dire la bêtise elle-même. Et donc, on se heurte en permanence à ça, c'est-à-dire que quand on lit des bêtises, si on veut en tout cas commenter la bêtise, répondre à la bêtise ou apporter des éléments de preuve qui vont à l'encontre de cette bêtise, ça prend beaucoup plus de temps. C'est un bel exemple, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Un proverbe, un adage qui a l'air évident, qui fait appel au bon sens. Et ensuite, il faut ramer pour réfuter ça, même si c'est pas si difficile que ça, mais tu as mis à peu près 10 fois plus de temps à réfuter cette idée qu'à l'énoncer. Ouais. Justement, revenons un petit peu aux faits, puisque je pense que le plus important est de poser les faits pour essayer de débunker ou remplir ce grand fossé. Vous en avez un peu parlé au début de ce débat, Flore Gubert, mais est-ce que vous pouvez en quelques mots nous définir les grands déterminants économiques des migrations ? Volontiers. Sauf que je changerai un tout petit peu votre question en parlant des grands déterminants des migrations, parce qu'il n'y a pas que des déterminants économiques. Et en fait, je crois que ce qui caractérise la migration, c'est qu'elle est le résultat d'une multitude de facteurs qui vont s'ajouter les uns aux autres et faire qu'une personne va prendre la décision de partir. Ça peut être des motifs économiques, bien sûr, mais ça peut être peuvent venir s'ajouter à ces motifs économiques aussi l'envie d'aller découvrir ailleurs. Ça peut être voilà, tout simplement. Le climat. Ça peut être aussi sortir d'un système d'organisation familiale qui peut apparaître comme étant contraignant,
parce que imposant, par exemple, de contribuer au maintien du groupe, et donc à manquer de liberté individuelle et aspirer à s'affranchir du groupe pour aller se réaliser ailleurs. Donc tout ça peut intervenir en même temps. Et donc c'est très difficile de pouvoir dire telle migration, c'est de la migration économique, telle migration, c'est de la migration familiale. Et en réalité, cette catégorisation, elle est, on le devine aisément, les frontières sont parfois très, très floues, très brouillées. La migration familiale peut devenir une personne qui quitte son pays pour rejoindre sa famille, certes peut entrer dans le pays avec un visa de regroupement familial, mais cette personne, elle est aussi une personne qui consomme, une personne qui va travailler, et donc assez rapidement, sa contribution à la vie économique du pays qui l'accueille sera indéniable, à la fois parce qu'elle consomme sur place, et donc elle paye de la TVA, elle contribue à dynamiser le système productif national parce qu'elle consomme des biens produits par l'économie nationale, elle travaille et donc elle paye les impôts, voilà. Et donc et pareil pour les étudiants, les étudiants, ils restent étudiants quelques années et puis ensuite il y en a qui rentrent, il y en a qui s'installent, qui se marient dans le pays qui les a accueillis, qui travaillent, qui ont des enfants, et tout ça fait que cette catégorisation qui est souvent à laquelle on a très souvent recours pour classer les individus et puis dire ceux-là c'est des bons migrants parce que ce sont des migrants qui travaillent, et ceux-là ce sont pas des bons migrants parce que ce sont des migrants qui viennent pour bénéficier de l'assistance de l'État-providence français. Ça n'a aucun sens la plupart du temps parce que en fait ces personnes changent de catégorie, pour ne pas dire qu'elles appartiennent le plus souvent à plusieurs catégories à la fois. Il se trouve que la France, par rapport à d'autres pays européens, a un système juridique de catégories assez rigide, très, très étanche. C'est difficile de passer d'une catégorie à l'autre. Il y a eu un rapport de l'OCDE et du Haut Commissariat aux réfugiés qui préconisait de pouvoir faciliter l'accès des réfugiés à des visas de travail, de famille, de santé, etc., et sans devoir passer par toute la procédure de la demande d'asile. La France, c'est absolument pas ça. C'est vraiment, c'est rarissime. Alors qu'il y a des pays qui le pratiquent à haute dose. Donc la rigidité et l'étanchéité des catégories est très diverse d'un pays à l'autre. Et pour ne rien arranger, si je puis m'exprimer ainsi, toutes les mesures prises récemment ont tendance à compliquer les choses, à rendre peut-être de plus en plus difficile l'intégration. Si vous regardez les circulaires qui ont été émises par Retailleau juste avant son départ, elles sont très très dures. Les associations en mesurent toute la dureté. Il y a par exemple, alors c'est une application de la loi Darmanin, il y a le relèvement du niveau de langue exigé. On passe de la catégorie européenne, il y a une classification européenne de B1 à B2. En gros, on passe du niveau de la langue école primaire au niveau du collège, ce qui est un saut vraiment important. Mais vous avez beaucoup de mesures prises par la France, sont des mesures consistant à relever le niveau d'exigence. On met la barre de plus en plus haut, de plus en plus tôt, et on exige quasiment que les gens soient intégrés pour pouvoir s'installer durablement. Au bout d'un an, il faut déjà qu'ils aient un niveau de langue important, sinon ils ne pourront pas avoir un permis plus durable. Et du coup, ce sont des barrières à l'intégration. Ça joue exactement en sens inverse. Alors vous avez l'exemple des OQTF qui est absolument extraordinaire, puisqu'une partie des réformes législatives concernant les OQTF, ça consiste à dire, et Darmanin l'avait explicité d'une façon incroyable, où il y a des jeunes qui arrivent à acquérir un diplôme, ils trouvent un emploi, ils donnent satisfaction à l'employeur, ils donnent satisfaction à la communauté locale. Horreur, ils risquent même de fonder une famille. Il faut vite que l'État se dépêche de pouvoir les expulser avant qu'ils ne s'intègrent. Parce que si comme l'intégration demande du temps, c'est ça la grande... Il faut se faire en sorte que l'État puisse aller plus vite, devancer, prendre de court
tout ce processus d'intégration qui est quand même en train de se faire. Et donc, ça signifie qu'une partie non négligeable des OQTF, évidemment, de ce point de vue-là, est complètement absurde, puisqu'elle frappe des gens qui étaient en cours d'intégration. Et donc, tout ce travail sur les délais, les calendriers, les changements de rythme dans l'application des procédures, ce sont en fait des mesures d'anti-intégration, alors même que dans son énoncé, dans les grands motifs qui sont exposés en tête des lois, on prétend au contraire favoriser l'intégration. Donc vous voyez, il y a un peu le côté nul ne peut entrer s'il n'en est déjà, qui évidemment devient complètement paradoxal et impraticable quand on essaie d'assister les personnes en question. Alors le grand fossé, c'est aussi le décalage entre la politisation du sujet et les observations des scientifiques que vous êtes. Et il y a eu un exemple qui a été frappant, je crois me souvenir que vous en parlez dans votre ouvrage Le Grand Déni, c'est ce débat que l'on a sur l'immigration au Parlement fin 2022, où on entend des politiques dont certains viennent d'être cités par vous, avoir un discours d'une belle grandeur, je crois qu'on peut le dire. Et puis en 2023 tombe la loi, et là, qu'est-ce qui se passe? À la fin, Marine Le Pen dit que c'est une victoire idéologique. Le fossé est là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, la victoire idéologique, c'était à propos de quoi? C'était sur une mesure. Tu t'en souviens, Flore? C'était tout simplement la loi 2023. C'était pas l'ensemble de la loi, c'était un aspect particulier. Ils avaient déposé des amendements qui allaient oui. totalement dans leur... Mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on prend la peine de suivre tous ces débats parlementaires, c'est énorme, hein, quand vous imprimez, enfin on ne devrait pas, mais quand vous imprimez un débat parlementaire entier, c'est 400 pages. Hein, il y a énormément de textes. Mais bon, c'est important de voir quels sont les arguments utilisés. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le caractère souvent très abstrait de ces discussions. Au fond, les migrants sont les derniers pris en compte. On ne mesure pas toutes les incidences de chaque mesure sur la vie quotidienne des gens et sur le fait qu'on va créer des situations absolument impossibles et par exemple créer plus d'irrégularités alors même qu'on prétend lutter contre l'irrégularité. Hein, c'est ça qui est... Donc voilà, je regarde ces sénateurs... confortablement installés dans leurs fauteuils. Vous savez, ces fauteuils, vous savez qu'au Sénat, les fauteuils sont mobiles. Hein, il y en a de 3 tailles. Et on voit les sénateurs glisser comme ça, se réunir, discuter entre eux, puis reprendre leur position, etc. Tous ces conciliabules me semblent quand même très, très éloignés de la vie quotidienne des personnes qui ne les intéressent absolument pas. Enfin, en quoi ça va modifier le sort des intéressés? C'est pour ça que j'avais souvent fait la publicité d'un livre d'anthropologie hein, qui consistait à suivre les personnes dans la durée et à dire, ben voilà, lorsqu'il y a une réforme qui tombe, voilà ce que ça modifie dans la vie quotidienne des gens. Lorsque des délais sont modifiés, ça y est, il y a des compteurs qu'il faut remettre à zéro et on va de nouveau attendre, etc. Il y a l'incessant mouvement de réforme crée un désordre, un trouble dans l'esprit des gens qui est considérable. Alors que quand vous les suivez de près, vous savez que souvent, ils ont un côté très, très légaliste, très loyaliste. Ils veulent démontrer qu'ils font des efforts, ils veulent démontrer qu'ils pourront être de bons citoyens. Ils en font même parfois trop pour démontrer qu'ils sont dignes de mériter un titre de séjour, voire la nationalité française. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'un très grand nombre de dispositions qui autrefois valaient pour l'admission au séjour, valaient pour la naturalisation, pour l'accès à la nationalité, sont maintenant anticipées et appliquées à l'admission au séjour. Et de façon tout à fait explicite, hein, Darmanin va justifier une mesure en disant « non, mais écoutez, je ne fais qu'appliquer à l'admission au séjour ce qui existe déjà pour la naturalisation ». Alors qu'en réalité, il y a 10 ans qui séparent les deux événements en moyenne. Hein. Donc, vous voyez le côté... anticipons, mettons la barre toujours plus tôt, toujours plus haut, et c'est comme ça qu'on arrivera à les sélectionner ou à les dissuader.
Et ça ne marche pas parce que les nombres continuent d'augmenter d'année en année. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tous ces efforts, de la même façon que les efforts pour limiter les entrées irrégulières, illusoire, totalement illusoire. Ça ne marche pas. Et donc là, le pouvoir politique est quand même dans une très grande illusion. Il y a l'idée que si les autres ont échoué, c'est qu'ils n'ont pas été assez fermes. Nous, on va être fermes. Et je dis souvent, voilà, nous, on va être fermement fermes. Marine Le Pen avait dit un jour, on n'a pas encore essayé la fermeté. Cette phrase m'avait frappé. Et donc, les Pasqua n'a pas été ferme. Voilà. Darmanin n'a pas été ferme, Sarkozy n'a pas été ferme, ils ont tous été... Et nous, on sera vraiment fermes. Et dans cette espèce d'escalade comme ça de la fermeté, je trouve qu'il y a une incroyable naïveté, quoi. Enfin, et en fait, une incapacité à juger au résultat. Hein. Ce sont les chercheurs qui sont pragmatiques, là, qui disent écoutez, votre affaire, ça ne marche pas. Si on juge au résultat, ça ne marche pas. Les traversées des bateaux de la Manche à travers la Manche, ça continue d'augmenter alors qu'on ne cesse de monter ou d'allonger les clôtures barbelées qui protègent, n'est-ce pas, Calais. Donc, c'est un monde qui ne juge pas au résultat et qui, parce qu'il est quand même trempe dans l'idéologie de façon vraiment considérable, quoi. Il court après les lecteurs, tout simplement. Oui. Pour ne pas le fâcher, juste pour ne pas le fâcher. Oui, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je dis souvent, la démagogie paye, la statistique ne paye pas. Oui, vous avez d'ailleurs écrit, j'ai noté ça, je vous cite, les ministres sont trop absorbés par leurs tâches régaliennes pour lire les chercheurs. J'ai des expériences. Un jour, le directeur de cabinet du président de la République, ayant lu une de mes tribunes... L'actuel président de la République. Oui. Ayant lu une de mes tribunes dans Le Monde, m'envoie un mail en disant « mais j'aimerais bien vous rencontrer ». Alors, je le rencontre, je lui montre mes données. Ça dure 1 heure. Je suis tout à fait ébahi. Jamais j'avais pensé qu'un jour, j'allais pouvoir causer pendant 1 heure à l'Élysée. Je lui montre, il est très convaincu. « Ah, c'est passionnant, formidable. Ah, j'avais pas cru, etc. » Bon. Et puis, 3 jours après, message de courtoisie. « Je vous remercie, c'était vraiment passionnant. J'en ai parlé au président. Il a trouvé ça très intéressant. » Et puis après, plus rien. Flore Gubert, j'aimerais qu'on aborde, encore un peu de temps, tout à l'heure on parlait des déterminants dont vous nous avez dit qu'ils n'étaient pas spécialement économiques, mais j'aimerais aussi qu'on parle des conséquences des migrations, à la fois sur les pays de destination, mais ce qui n'est pas moins intéressant, je pense aussi sur les pays d'origine. Les liens entre migration, développement, qui sont là encore pas forcément évidents. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors en quelques minutes, je vais essayer d'être synthétique et concise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a beaucoup de canaux à travers lesquels le départ d'un certain nombre de personnes de leur pays ont un impact pour ceux qui restent, pour les régions d'origine. Et le canal principal auquel on pense, en tout cas le plus visible, c'est ce fameux transfert monétaire, donc ces envois de fonds que réalisent les migrants à destination de leur famille d'origine. Vous l'avez rappelé, les montants en jeu sont considérables. Pour beaucoup de pays, lorsqu'on en fait la somme, eh bien, ce montant dépasse celui de l'aide publique au développement. Donc on peut comparer la générosité privée de migrants par rapport à la générosité des États. Donc on a souvent un rapport de 1 à 2, voire 1 à 3 entre les deux grandeurs. C'est pas rien. Et ces transferts, ils ont une fonction principale qui est loin d'être négligeable, qui est d'assurer la subsistance de ceux qui restent. Et donc, ces transferts, au niveau des familles qui les reçoivent, ça représente souvent une partie importante de leurs revenus. En particulier, et c'est de plus en plus vrai dans un contexte de changement climatique, puisque vous avez beaucoup de régions en développement qui sont récipiendaires de ces transferts, qui sont par ailleurs les plus touchées par les conséquences du changement climatique. Et donc, je pense en particulier à bien des régions rurales de pays en développement qui vivent aujourd'hui en grande partie grâce à l'argent de la migration et qui donc arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à ce complément de revenus qui est envoyé par ceux qui sont à l'extérieur. Et d'une certaine façon,
ça sert les intérêts des pays d'accueil, puisque cet argent, il contribue à la survie de ceux qui restent et donc à leur stabilité aussi. Donc, ce que des collègues ont très joliment, auxquels ils ont très joliment fait mention en disant partir pour mieux rester. Je crois que c'est quand même un message important. Et qu'on a peut-être tendance à oublier. Et donc la survie du groupe, ça c'est une chose. Une autre fonction de ces transferts, ou des migrants, selon la façon dont on présente les choses, c'est que les migrants, en fait, ils jouent une fonction très importante, en plus de soutenir les leurs, ils sont assureurs des leurs. C'est quelque chose que je répète depuis, je pense, à peu près 25 ans. Mais je crois qu'on l'aura jamais assez dit. Dans des pays où vous n'avez pas de système formel d'assurance, où la plupart des personnes vivent de l'agriculture avec des revenus qui sont très variables parce que la production agricole est soumise à différents types d'aléas, eh bien, à chaque fois que la production, que les récoltes sont mauvaises, ce sont les migrants qui vont compenser cette mauvaise production agricole et assurer donc la subsistance des leurs. Et cette fonction assurantielle, ça a l'air de rien, mais imaginez un monde, notre monde, sans assurance, eh ben on serait quand même sacrément moins bien. On aurait un bien-être sacrément moins important. Et sans doute, si vous vous projetez dans une situation où vous êtes proche du seuil de pauvreté, un monde sans assurance, c'est sacrément problématique. Parce que ça veut dire que dès que vous subissez un choc de revenus, vous tombez dans la pauvreté. Ça veut dire que vous ne serez pas en mesure de payer les frais de scolarité de vos enfants. Et vous aurez besoin, par ailleurs, du travail de vos enfants pour obtenir d'autres sources de revenus. Enfin voilà, le fait de ne pas être assuré a tout un tas d'effets dramatiques, parce que je parle de choc de revenus, mais je pourrais aussi parler d'un choc de santé. Le chef de famille qui tombe malade dans une famille pauvre qui n'est pas assurée, eh ben c'est dramatique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que cette force de travail disparaît, et donc c'est avec des conséquences directes sur le revenu de la famille, mais ça veut dire aussi des frais de santé à prendre en charge, et donc peut-être une nécessité de s'endetter auprès des voisins ou auprès d'autres institutions, et donc une spirale d'endettement dramatique. Et si au contraire, donc dans un monde où ce sont les migrants qui pallient l'absence de système d'assurance, eh bien, tous ces désagréments consécutifs à un choc, ils disparaissent. Et donc ça, évidemment, ça paraît pas grand-chose, mais en réalité, c'est considérable. Et donc, quand on entend souvent dire « oui, mais les transferts, c'est consommé par les familles d'origine, ça n'est pas investi, et donc ça n'est pas du développement entendu comme quelque chose qui va permettre de la création de richesses futures, endogènes, etc. » Certes, mais si en même temps on admet le fait que les transferts en tant que système d'assurance permettent aux familles de maintenir leurs enfants à l'école, permettent aux membres du ménage d'être en bonne santé, voilà deux piliers du développement, l'éducation et la santé, qui sont également très fondamentaux pour mettre un pays sur une trajectoire de développement. Et donc je crois que ça c'est très important de le souligner. Je dirais, pour compléter ce que tu viens de dire, d'abord, il faut que l'auditoire sache que Flore, tu as vraiment traîné tes guêtres en Afrique subsaharienne. Tu es une économiste de terrain, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans la corporation des économistes. Mais ce que tu décris là, c'est ce que nous avons connu dans la France ancienne. L'exode rural, il faut s'imaginer, encore au XIXe siècle, toutes ces campagnes du Massif central, des Alpes, etc., qui étaient surpeuplées, qui avaient 3 fois plus de monde que maintenant, et qui étaient soumises aussi à des aléas climatiques considérables. Si vous lisez les chroniques anciennes, mais ça remonte au Moyen-Âge, le nombre de fois où on raconte que la grêle a détruit totalement les cultures, etc., mais ça ponctue toutes les chroniques. Et il n'y avait pas de système d'assurance, effectivement, contre ça. Et donc, on commençait par envoyer un des membres de la famille pour aller travailler de façon saisonnière. Les fameux bougnats, les charbonniers, bon, c'était ça, mais les menuisiers de la Creuse, etc.,
pour pouvoir lisser effectivement le revenu et pour pouvoir créer ce système au fond d'assurance que c'est ce que nous avons connu. C'est un système que nous avons connu. Alors c'était pas, enfin il faut voir qu'au XIXe siècle, les bourgeois parisiens percevaient toutes ces campagnes comme étant extraordinairement barbares et étrangères. Hein. Il faut lire le grand livre de Eugen Weber, La fin des terroirs. From Peasants to Frenchmen, paysans d'hier, français d'aujourd'hui, tout le premier chapitre, qui s'appelle A Country of Savages, un pays de sauvages, donne des quantités de témoignages sur la façon dont les gens d'Île-de-France, dès qu'ils passaient la Loire, voyaient des sauvages, voyaient des gens qui parlaient mal le français, qui physiquement portaient tous les stigmates du travail, etc., etc. Et c'était de véritables étrangers. L'unification de la France a quand même eu beaucoup de mal à se faire avec toutes ces images, etc. Et donc l'exode rural n'est pas autre chose qu'une préfiguration de ce que ensuite nous connaissons à l'échelle mondiale que Flore vient de décrire. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on passe aux questions de la salle, nous parler un peu du pacte asile et immigration européen ? L'un et l'autre, je pense que vos deux points de vue seront intéressants. Alors, qui va entrer en vigueur, si je ne me trompe pas, enfin, oui. et dont on attendait qu'il réforme le règlement de Dublin qui pose problème, puisqu'il met la pression sur les pays du Sud. Oui. Alors, le pacte, c'était destiné à l'origine à créer un système de solidarité entre tous les pays européens, les pays de l'Union européenne. Et ça a été une immense déception parce que c'est vraiment l'inverse qui se passe. Hein. Et il faut savoir que quand on regarde l'importance de la migration toujours rapportée aux populations des pays de destination, on devrait avoir une seule courbe unique pour tous les pays européens, située à peu près au même niveau, qui évoluerait en même temps. Puis en fait, on a un entrelac de montagnes russes absolument incroyable. Les pays ont changé de politique. Voilà, la Suède a commencé très tôt à accueillir, et puis on a eu assez d'être le seul bon élève de l'Europe. Elle a cessé son effort avant même la crise de 2015. Puis l'Allemagne a pris le relais. Puis l'Allemagne a fait le deal avec Erdogan et a totalement interrompu son effort. Ça n'est pas M. Merz qui a changé de cap dans la politique migratoire allemande. C'est Angela Merkel elle-même dès 2016, hein, etc., etc. Donc vous voyez, et une fois que les grands pays continentaux ont interrompu leurs efforts, eh bien, ce sont les pays méditerranéens en première ligne, les îles-États comme Malte, Chypre, mais la Grèce aussi, etc., qui ont eu, par rapport à leur population, dû accueillir un nombre considérable de demandeurs d'asile et aussi accorder des protections. Bon. Et donc, l'idée serait été, là aussi, de lisser en quelque sorte, d'harmoniser tout ça. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait, puisque la décision qui a été prise, ça consistait à dire que les pays qui ne voulaient pas participer à l'effort de l'accueil, effort qui normalement aurait dû être réparti, comme l'avait voulu Jean-Claude Juncker en 2015-2016, en fonction du PIB de chaque pays, en fonction de la population de chaque pays, en fonction de l'inverse du taux de chômage, enfin bon, mais c'était surtout la population et le PIB qui étaient pris en compte. Eh bien, ça n'a jamais marché, puisque la France était très réticente. L'Angleterre était contre, et bien sûr tous les pays d'Europe centrale étaient farouchement opposés. Donc voilà, et lorsque Angela Merkel fait son appel en 2015, elle croit qu'elle va pouvoir tabler sur la solidarité européenne, et ce n'est pas du tout ce qui se fait. Alors du coup, le pacte prévoit que si vous ne voulez pas participer à l'accueil, vous pouvez quand même participer au système en finançant les dispositifs qui interrompent, qui stoppent les migrants, en finançant Frontex, en finançant, etc. Donc c'est une solidarité étrange, une solidarité négative. Et bien même ça, la Hongrie l'a refusé en disant que ça consistait à taxer les Hongrois pour une politique menée par d'autres. Donc oui, c'est un échec tout à fait, enfin, vraiment flagrant. Attends, quoi. Vous voulez dire un mot, Flore Guebien ? Peut-être alors une dernière question avant de prendre celle de l'assistance. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a posé les faits, qu'on a un peu fait tomber quelques idées reçues, qu'on a décrit quel était ce fossé, il peut être un peu multiple, pour les temps qui viennent, comment on fait avec ce phénomène social avéré
important et que l'on dénie. Dénie. Je dirais qu'il faudrait travailler un peu plus quand même sur la mesure de l'opinion publique. On a toute une série d'enquêtes, ce sont les Américains qui ont commencé, instituts de sondage américains qui sont maintenant répandus dans toute l'Europe. Les instituts sont eux-mêmes internationaux très souvent, qui posent des questions très crues du genre « Pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés ? Pensez-vous qu'ils ne font pas généralement d'efforts pour s'intégrer ?» Vous avez ça dans l'enquête sur les fractures françaises. Pensez-vous est-ce qu'on se sent encore chez soi en France? Vous voyez, des questions de ce genre. Et à peu près 60%, un peu dans tous les pays, répondent « Ah oui, il y en a trop, on ne se sent plus chez soi, ils ne s'intègrent pas, etc. » C'est à peu près toujours le même pourcentage, 2 tiers, enfin ça varie un peu, sans d'ailleurs aucune corrélation avec le nombre, avec la proportion effective d'immigrés dans les pays en question. C'est quelque chose de très... Voilà. En Pologne, où il n'y a quasiment pas d'immigrés, ils sont aussi 60%, pensez ça, voilà, pour prendre un exemple un peu extrême. Et donc... alors, il y a eu un sondage que je trouve absolument passionnant, fait par les Britanniques, qui pose la question, pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés, ce qu'il faut pas assez, 60% disent il y en a trop. Bon, d'accord, mais dans quel secteur il y en a trop? Dites-moi. Et là, on commence à énoncer les secteurs, la santé, les soins en personne, l'enseignement, il y a même l'art qui est dans la liste, etc., etc., l'agriculture, là. Et là, les 60% fondent. Et à la fin, il n'y a plus que 10 ou 11% pour certains métiers, pour certains besoins de rejet. Le taux de rejet est extrêmement fort quand on pose des questions générales. Donc quand on pose une question générale, on a une réponse très générale. Et puis quand on pose une question qui est circonstanciée, qui est contextualisée, qui répond à quelque chose qui est dans l'expérience des gens, eh bien, on a des réponses circonstanciées, contextualisées, concrètes, etc. Et du coup, ayant découvert ce sondage britannique, dont je n'ai pas vu l'équivalent en France, j'ai demandé à l'enquête de la CNCDH, au baromètre de la CNCDH, qui est piloté par des gens très bien, hein, comme Vincent Tibéry, Nona Mayer, etc., de dire, mais écoutez, ce serait intéressant que vous fassiez la même chose et qu'on puisse voir ce que ça donne en France quand on pose cette question. Ils sont trop, ils sont de trop. L'idée, oui, les autres sont de trop. Ça, c'est la pensée de fond, c'est la pensée première. Mais où, dans quel secteur, pourquoi, etc. Et à ce moment-là, les opinions changent. Et ça, je pense que si on rendait ce genre de choses un peu plus, si on parlait davantage, si on rendait ce genre de résultats publics, ça parlerait davantage aux personnes et donc aux électeurs. Ça donne en tout cas une piste à Emmanuel Macron qui nous reparle d'un référendum sur l'immigration. Flore Gubert, vous dire un mot là-dessus? Oui, qui s'inscrit un petit peu dans le prolongement de ce que vient de dire François. Vous parliez de déni, et je trouve que c'est un terme intéressant parce que on est quand même dans des choses qui sont très paradoxales et puis dans du visible et de l'invisible. Je m'explique. Ce qui paraît paradoxal dans le discours et en entendant les discours sur l'immigration qu'on peut entendre quotidiennement, c'est que le fait est qu'on est très dépendant de la main-d'œuvre immigrée. On a besoin de travailleurs immigrés. Je vous donnerai quelques chiffres sur lesquels on ne communique pas beaucoup. En Île-de-France, je n'ai pas trouvé l'équivalent pour la région nantaise, 22% des emplois sont occupés par des étrangers. 22%, hein, un quart. 44% chez les assistantes maternelles, 50% dans la restauration, 60% dans le bâtiment, 61% dans l'aide à domicile. On voit l'importance du care dans ces chiffres. Alors, est-ce que ça veut dire que les étrangers volent le travail des Français? Je ne suis pas sûre et je pense que vous serez pour la plupart d'accord avec le fait que ce n'est pas complètement anodin qu'on retrouve ces très fortes concentrations de travailleurs immigrés dans ces secteurs d'activité. Parce qu'ils ne sont pas très bien payés. Les horaires sont souvent décalés, très lourds. Ce n'est pas des emplois très valorisants. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on met en application le discours? Dans le secteur du care,
qui va s'occuper des personnes âgées, qui va s'occuper des jeunes enfants qui n'ont pas de place en crèche, qui va même s'occuper des enfants en crèche, on sera bien en peine de trouver des personnes pour les remplacer. Je ne parle même pas des livreurs à vélo. Là, je pense qu'on est à 100% de personnes d'origine étrangère. Et pourtant, qui n'a jamais eu recours à un livreur pour se faire apporter son repas à domicile. Eh bien, voilà, tous ces emplois reposent sur de la main-d'œuvre immigrée. Et donc, voilà, je trouve que c'est important de rappeler cela. Et de fait, le nombre de visas délivrés pour des raisons de travail augmente. Et donc, il y a vraiment un discours et puis ensuite, il y a une réalité. Je trouve que c'est important de rappeler cette réalité aussi. Et puis, j'ai fait mention de travail peu valorisé, peu valorisant. Mais il ne faut pas oublier qu'un tiers des immigrés sont aussi des travailleurs très qualifiés qui vont combler des besoins dans des secteurs qui sont en tension. Parce que les travailleurs français très qualifiés manquent dans certains secteurs. C'est vrai dans la recherche et développement, c'est vrai dans l'ingénierie. Et donc, voilà, il ne faut pas oublier ça aussi. Je voudrais juste compléter, il y a des niveaux de qualification qu'on a un peu découvert, parce qu'au moment du Covid, on a eu, pendant quelques semaines, la conscience qu'il y avait des travailleurs essentiels, les crucial workers, comme on disait la Commission européenne. Et notamment, donc, il y a toute une série d'analyses statistiques qui ont été faites sur toutes les enquêtes emploi à travers l'Europe. Et en France, par exemple, on découvre qu'il y a les techniciens des techniques de l'information ont un nombre vraiment important, une proportion importante d'immigrés. C'est le technicien de chez Orange, vous voyez, ce genre de profil-là. Et c'est intéressant de se demander pourquoi ils sont nombreux dans une catégorie comme celle-là. C'est parce que pour entrer là-dedans, dans ce genre de profession, il faut savoir résoudre un problème. Il n'y a pas le capital culturel, il n'y a pas une sélection sur la capacité à bien parler ou des choses de ce genre-là. Il faut savoir résoudre un problème et ça, ils savent le faire autant que... Et donc, c'est grâce au Covid qu'on a eu je n'ai jamais entendu un président de la République ou un ministre faire un grand discours positif sur l'immigration. Jamais. Le seul dirigeant européen que je connaisse qui a fait ça, c'est Pedro Sanchez, en 2024, dans un discours au Parlement, au Cortés, où il a débunké toute une idée toute une série d'idées reçues. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, petit détail en passant, il a fait ce discours dans un Parlement qui était totalement silencieux. Pas un seul claquement de pupitre, pas une seule interruption, pas une seule vocifération. Ça paraît incroyable. Et vous pouvez regarder ça en ligne, le discours de Pedro Sanchez sur l'immigration. Voilà. Mais c'est rarissime. Nous n'avons pas de discours de ce genre dans notre système politique sur l'immigration. Absolument pas. Je n'en ai jamais entendu. Et c'est Marlène Schiappa qui, pendant la crise du Covid, a dit au préfet, écoutez, il y a un texte de loi qui prévoit que si on rend des services signalés au pays, on peut voir son dossier de naturalisation accéléré. Donc elle n'a pas changé la loi, elle a simplement envoyé une circulaire de recommandation au préfet disant si les personnes qui candidatent à la naturalisation ont participé à tous ces métiers que tu as signalés et ont permis à la France de continuer à se nourrir, à se transporter, à être protégée, etc., eh bien il faut accélérer. Alors elle a sorti une statistique, 15 000 personnes peut-être auraient profité de cette accélération de la naturalisation. Mais c'est la seule fenêtre dans les 20 dernières années où j'ai vraiment entendu un discours un petit peu positif sur l'apport des immigrés à la vie de la nation. Il y a certainement des questions dans la salle. Il nous reste un petit quart d'heure, donc je crois qu'il y a un micro qui va circuler ou deux. Là-haut, je vois des mains qui se lèvent, presque en haut de la salle, au milieu, au centre. Là, j'ai vu quelqu'un. Ah, et après on va là-haut. On commence ici. Est-ce que tu peux te... Bonjour. Moi, ce sera une question sur les migrations à l'international.
On vous entend. Vous ne m'entendez pas du tout. Si, un peu. Un peu. Donc je répète, ce sera une question sur les migrations à l'international et sur leur utilisation par certaines puissances ou certains pays. Par exemple, en 2021, la Biélorussie a utilisé des migrants venant pour la plupart d'Afghanistan pour organiser une crise à sa frontière orientale avec la Pologne. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que la migration est utilisée aujourd'hui au niveau international comme un moyen de pression, un moyen de poser un rapport de force? Et est-ce que ce phénomène devient récurrent, de plus en plus utilisé, ou est-ce qu'il reste au contraire épisodique, contenu à certaines dictatures, par exemple d'Europe de l'Est? Merci. Qui veut répondre? Oui, ça continue. Hein. La Biélorussie continue d'envoyer des migrants à travers la forêt et les Polonais ont fermé leurs frontières. C'est un cas très particulier. Une sorte de complot migratoire. Enfin, mais je ne pense pas, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des politiques délibérées qui se répandent de par le monde avec ce genre de stratégie. Je ne vois pas, mais je me trompe peut-être. Je vais peut-être répondre à côté, mais si je comprends votre question, c'est la question de dans quelle mesure on utilise l'arme migratoire comme menace. C'est ça votre question, hein, un peu, si j'ai bien compris. Ouais. Oui. Alors, peut-être je vais répondre à côté, mais en tout cas, on a plein d'exemples où la migration est un objet de négociation. Alors c'est plutôt l'exemple que j'ai en tête, c'est plutôt plus d'aide contre moins de migration. Hein, ça c'est quelque chose auquel on a beaucoup eu recours et auquel on a recours encore aujourd'hui. C'est typiquement le deal avec la Turquie. Si vous les gardez chez vous, on vous donnera. Il y aura une contrepartie positive, on vous donnera un peu plus de visas pour vos résidents turcs et puis beaucoup d'argent aussi. Hein. Donc ce genre de négociation existe de façon très fréquente. Hein. C'est aussi le deal passé avec les pays qui constituent un peu des zones tampons entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Hein. Si vous êtes coopératif et que vous faites en sorte de bloquer les subsahariens chez vous, vous aurez une récompense. Ça existe bien sûr. Alors la France fait ça. Hein. Nous sommes les sous-traitants de l'Angleterre pour la protection de la frontière franco-anglaise. Hein. Nous sommes de gentils sous-traitants et nous aimerions bien que l'Italie sous-traite le contrôle de la frontière pour nous. Les Italiens aimeraient bien que les Libyens et les Tunisiens fassent la même chose. Il y a une cascade de défausses, moyennant finance, qui va comme par hasard du nord vers le sud. C'est un système assez généralisé. Merci. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Moi, je voudrais revenir sur les chiffres. Au-delà des questions morales, hein, on n'a pas du tout parlé de morale et d'éthique, et c'est quand même ça qui est derrière. Et les exemples que vous venez de donner l'illustrent bien. C'est absolument odieux qu'en notre nom, au nom des citoyens européens, ceux qui ont la responsabilité de faire la politique de l'Europe passent des deals comme celui qui a été passé avec la Turquie, ou ce que fait Madame Meloni avec ses voisins et avec le dictateur en place en Tunisie. Mais sur les chiffres, combien ça coûte aux citoyens la construction de toutes ces barrières? Combien ça coûte au niveau français, aux finances publiques? Et donc, qu'est-ce qui est détourné d'un usage approprié des fonds publics pour le bien-être de l'ensemble de la population? Parce qu'on ne va pas nous dire que le fait d'armer, comme on le fait, cette politique honteuse de non-acceptation, de non-accueil et de renvoi, ça ne coûte rien. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Dans le cas du système de clôture barbelée gigantesque qui entoure maintenant le Calaisis,
c'est quand même les Anglais hein, qui financent essentiellement. Ils versent de très grosses sommes. Hein. Les Anglais ont fait leurs calculs. Napoléon disait que c'était une nation de boutiquiers. Bon, le problème des stéréotypes nationaux, c'est qu'ils sont en partie vrais, quoi. C'est ça. Mais bon, on a calculé, ça a été calculé, la Cour des comptes l'a fait, hein, quel est le coût d'une OQTF. C'est cher, hein, c'est très cher la mise en œuvre d'une OQTF. Donc tout ça, il y a nous sommes dans un pays où il y a des quantités de rapports faits par des instances extrêmement sérieuses, solides. Il y a l'Inspection générale des finances, mais il y a la Cour des comptes, il y a certaines commissions parlementaires, etc., qui chiffrent, voilà. Mais ensuite, on n'en tient pas vraiment compte, quoi. C'est un peu ça le paradoxe. Donc, pour les chercheurs, il y a des sources d'informations extraordinaires dans tous ces rapports et que nous utilisons, que nous essayons d'utiliser, toi aussi, Flore, je pense. Pardon, parce que vous allez être sûrement un tout petit peu frustré par cette réponse, mais évidemment, c'est compliqué de calculer combien coûtent les barrières ou les restrictions à l'immigration. Et puis, peut-être encore plus compliqué de calculer combien ça rapporte à ces promoteurs. Il faudrait pouvoir monétariser le dividende politique. Enfin, voilà, c'est un calcul qui n'est pas simple. Je pense qu'on doit pouvoir trouver quelques éléments chiffrés, effectivement, dans des rapports de la Cour des comptes. Enfin, je pense qu'on a essayé, certains se sont essayés à chiffrer Frontex, par exemple, et tous les moyens mis dans Frontex. C'est évidemment une toute petite partie, hein, mais parce qu'on pourrait ajouter au coût aussi toutes les difficultés que rencontrent les employeurs qui sont dans des secteurs d'activité en tension et qui ont toutes les plus grandes difficultés à recruter des travailleurs d'origine étrangère parce qu'on leur complique la vie. On les entend pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, en tout cas, à mon avis, pas assez. Les employeurs, ils pourraient parfois s'associer davantage à des luttes qui sont menées par des travailleurs sans papier ou par même. Enfin voilà, je pense que ça donnerait peut-être un tout petit peu plus de poids à certaines revendications légitimes pour combler des besoins en travail qui aujourd'hui sont dans des secteurs qui sont en très forte tension. Bref, enfin voilà, malheureusement on n'a pas un chiffre à vous donner, hein, mais voilà, il faudrait faire cet exercice-là, d'essayer de compter le plus rigoureusement possible tous ces éléments. On a le temps pour une dernière question, éventuellement. Oui. Je sais pas si... Là-haut, oui. Là-haut, oui, à gauche. bonsoir. En France, nous avons 85 000 personnes en prison pour une capacité de 50 et quelques mille. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une volonté de construire de nouvelles prisons. Pardon, Le son est très brouillé. Est très lointain. Il est brouillé. Alors, je répète le début de ma question. Là, c'est très bien. En France, nous avons 85 000 prisonniers pour une capacité évoluée entre 50 et 60 000. On pourrait s'attendre à l'annonce de construction de nouvelles prisons. En réalité, pas du tout. On envisage de construire une vingtaine de CRA sur l'ensemble de la France. Que pensez-vous de cette démarche ? Sachant que, contrairement aux prisons, les CRA sont centres de rétention administrative, comme le nom l'indique, sont livrés au pouvoir à l'arbitraire administratif des préfets. Bon, alors, il faudrait... On sort un petit peu du sujet. Oui, on sort un peu du sujet. Là aussi, par exemple, la Cour des comptes a fait un relevé extrêmement précis de tout le système d'accueil et de rétention des migrants. On a un dispositif qui est extrêmement complexe, hein, et on a d'abord, effectivement, les centres, les CADA, hein, les centres d'accueil. On a les UDA, on a des centres d'hébergement, etc. On est toujours en retrait par rapport aux besoins. On est obligé d'utiliser des logements d'urgence dans les hôtels, ça coûte très cher. Donc, oui, nous sommes sous-dimensionnés. Et c'est ça qui est
un peu compliqué à expliquer, par exemple, à quelqu'un comme le directeur général de l'OFII, Didier Lesky, que je connais bien parce que j'ai siégé pendant 4 ans à son conseil d'administration. Lui, il a le sentiment d'être sans cesse débordé. Et effectivement, au conseil d'administration, qui y a-t-il? Le personnage central, ce n'est pas lui, c'est le représentant de Bercy, parce que la politique migratoire se fait aussi à Bercy, en quelque sorte, hein, et qui dit, ben non, écoutez, je ne peux pas vous donner les personnels supplémentaires que vous réclamez, je ne peux pas vous donner les... Alors certes, ils ont réussi à augmenter le nombre d'emplois de TPT, le nombre d'emplois, etc. Mais je me souviens qu'au moment de la crise, dite la crise syrienne, etc., le représentant de Bercy disait, ben, écoutez, c'est provisoire, toutes ces vagues-là, ça ne va pas durer. Donc il n'y a pas de raison de vous donner des postes durables. Ce sera uniquement des contrats précaires, etc., etc. Donc il y a aussi un sous-dimensionnement un peu systématique, mais en tout, hein, ce que vous signalez pour les prisons, ça se vérifie dans pas mal d'autres domaines, mais bon, là, on sort un petit peu effectivement du sujet, je pense. Voilà, il me reste à vous remercier, François Héran, Flore Gubert.